a une célébrité sur la scène. Parce qu'il a déjà une ovation avant de commencer. Ça, c'est la classe. En tout cas, merci d'être là à la scène ouverte d'Antibéa. On fait un jeudi par mois une scène ouverte. Et c'est ouvert aux auteurs, aux jeunes comédiens. Et aujourd'hui, on a un jeune auteur. Et nous, les acteurs, les comédiens, les metteurs en scène, on a beaucoup de respect pour les auteurs. Parce que sans les auteurs, nous, comédiens, on n'existe pas. Et de temps en temps, il y a des auteurs qui naissent. Là, par exemple, il est en train d'écrire un poème. Alors, il est seul. Il est devant sa page blanche. Il est concentré. Il s'appelle Jean-François Dor. Là, derrière, il y en a un là. Il a l'air de rien, mais il a un rôle très important. C'est un musicien. Un grand musicien. Il s'appelle Georges. Alors là, quand même... Bon, on a un poète, on a un musicien, mais le musicien n'est pas que musicien. Bon, ils sont tous les deux médecins. Le musicien est aussi auteur. Il écrit. Alors là, pour nous, comédiens, c'est du bonheur. Parce qu'on a deux créateurs sur la scène. Deux personnes qui sont restées devant la feuille blanche, qui se sont quand même... creuser les ménages pour écrire. Alors, je vais poser quand même quelques questions au poète. Alors, poète. Bonsoir. Bonsoir, poète. Peux-tu nous expliquer, poète, ton cheminement dans l'écriture? J'en suis incapable. Ah! Parce que je ne suis pas un poète professionnel. Et donc, si on me fait des commandes, j'écris des trucs qui n'ont aucun intérêt. En réalité, mon inspiration, elle est spontanée. Lorsque je vois un fait dans la rue, un animal qui se comporte bizarrement, deux êtres qui s'injurient, et le soir, avant de me coucher, je prends un petit calepin et je gratte un sonnet. Ça n'a rien à voir avec Lamartine, ni Victor Hugo, ni Chateaubriand. Oui, mais ça naît d'un jaillissement. Et c'est du Dor. Et c'est du Dor. Voilà. Ça n'appartient qu'à lui. Soyons modestes. Donc là, on a l'exclusivité d'avoir, je crois, 5 thèmes autour de ta poésie, Jean-François. Tout à fait. Ah. Mais tu les connais. Alors, je crois qu'il y a un thème qui est sur le divan. C'est la surprise. C'est la surprise. Là, on a évidemment le Rotary qui est là, mais c'est pas un thème. Mais il est existant. On a... sa chemise quand il part en voyage, le globe, bon. Il est aussi jardinier. Il est aussi jardinier. Là, on voit qu'il est jardinier. Il y a aussi quand même, il a une petite proportion à parler de fesses, de temps en temps. Alors là, il y a les 3 grâces. Alors de loin, on dirait qu'elles sont à poil. Ce sont vraiment 3 statues. Et puis, il y a la famille. Il y a la famille, donc je crois qu'on est dans les 5 thèmes, avec quand même le costume de chevalier du Pisala. C'est-à-dire le Pisala, le safranier, bon, tout ça. Donc nous, bon, moi je vais aller en régie, parce que tu as quand même besoin d'un technicien. Donc je vais aller faire le technicien, et puis je te laisse la parole. Si tu permets, avant que je prenne la parole, j'aimerais qu'on lance le refrain qui va tous nous animer. C'est nous, les chevaliers du Pisala, chevaliers du Pisala. C'est nous, les chevaliers du Pisala, chevaliers du Pisala. Eh bien, mon cher Dominique et mon cher Georges, il me semblait que le thème de la dialyse à bicyclette pouvait se coucher sur un petit carton, ce que j'ai fait, bien entendu, spontanément, il y a quelques secondes, vous vous en doutez quand on est doué. Ça s'intitule, c'est original,
la dialyse à bicyclette. Quand on partait de bon matin, faire épurer nos petits reins à la dialyse, nous étions quelques patients avec des reins insuffisants, accueillis par tous les soignants à la dialyse. On aimait bien nos infirmières qui nous veillaient des heures entières à la dialyse. Elles piquaient si bien nos veines que nous allions l'âme sereine, soignés par nos petites reines à la dialyse. Mais en plus de nos petites reines, il est une autre petite reine, la bicyclette. Se soigner en faisant du sport, à la dialyse faire effort, pour continuer d'être musclot à bicyclette. Mettre l'engin au pied du lit, fixer le pédalier au chalet, comme bicyclette. Ainsi l'on trouve un bon profit en luttant contre l'atrophie, en se lançant un beau défi. À bicyclette. Nous allons entrer dans le vif du sujet, car là c'était de l'improvisation, là c'était pas prévu. Je le cache. Et je vais me mettre dans la tenue que malheureusement je suis simplement capable d'utiliser depuis quelques années. Je voudrais au départ remercier quand même Dominique Chapsky, le maître de séance, qui m'ouvre son théâtre pour une scène ouverte. À moi le petit mirliton léger, enfin léger c'est une façon de parler, dans ce si beau théâtre qui ne joue que des auteurs très sérieux, entre Corneille, Racine, Victor Hugo, récemment Édouard Bond avec sa grande paix. Et là, mes pluettes sont un petit peu indécentes, mais enfin, il m'a proposé. À propos de Grande Paix, qui est donc la dernière pièce qui a été jouée ici, vous savez que Dominique Chapsky est le nouveau Picasso antibois, et qu'il a intitulé l'exposition de ses tableaux à la MJC jusqu'au 11 novembre, Grande Paix. Et je vous signale que ce peintre coté va être intitulé maintenant Monsieur le Pinthéâtreux ou Monsieur le Théapeintreux. Bravo de vous. Tout d'abord, à tout seigneur, tout honneur. Rendons hommage à un ancien confrère, le docteur François Rabelais. Né en 1494 à Chinon, ça fait quelques lustres qu'il a passé sa thèse. Je lève ici ma coupe à mon très cher confrère. Georges, entre confrères. Ah, le Beaujolais est bon cette année. Quel excellent docteur tu fus, mon Rabelais. Tu soignais les ennuis de tous tes pauvres fers avec bonne bouteille et surtout pas du lait. Qu'une tripe en folie s'éternise en courante, tu trouves le bouchon qui saura la tarir, un pastis de ton cru aux senteurs odorantes épongera la source prompte à se réouvrir. Tu guéris l'intestin aux ardeurs colériques, mais tu décris aussi comment bien l'assécher, quand dans le gargantua d'une plume homérique, tu dis 36 manières pour au mieux le torcher. C'est à la page 735. Je ne veux pas passer en revue ton codex, car tu étais savant, presque autant que Molière. Rien ne te résistait, ni le cœur, ni le sexe, qu'il soit en érection ou bien en bandoulière. Je saluerai ici tes vertus de psychiatre. Devant une démence ou une dépression, ton humour et tes farces savaient mieux les combattre que des apothicaires toutes les décoctions. Sublime médecin, bien meilleur que Galien, tes régimes essaignés méritent le Panthéon. Quel meilleur traitement que le rire rabelaisien, arrosé des grands crus qu'on élève à Chinon.
figurez-vous que j'ai commencé ma médecine d'une façon un petit peu originale la première fois. Ça a commencé par une syncope. J'ai 13 ans, je suis en vacances, mon père chirurgien est appelé pour une urgence, une appendicite aiguë. Il se retourne vers moi, il me dit « Tu viens m'accompagner ?» Moi j'étais à la fois troublé et très fier, mais j'allais à ma première aide opératoire. D'ailleurs, je n'avais vu d'intervention ni mis de gants stériles de chirurgien. Et donc, dans cette salle d'opération, il y a le chirurgien, il y a l'anesthésiste, il y a l'infirmière de salle d'opération, et moi, tout débutant, et surtout le patient qui est endormi. Donc, mon père m'explique qu'il va faire une grande incision, parce que dans ce ventre, il y a certainement une péritonite, mais ça n'est pas dû à une appendicite aiguë. Probablement, on va trouver autre chose. Alors, il fait une grande balafre. Vous savez qu'à l'époque, il n'y avait pas d'échographie, il n'y avait pas de scanner, il n'y avait rien du tout. C'était en 1954. Et d'autre part, la celluliochirurgie, c'est-à-dire celle qui fait avec des petites caméras, n'avait pas encore été inventée. Et donc, il fait sa grande incision, il me dit, j'ouvre ce ventre parce qu'il y a une péritonite, mais on va peut-être trouver autre chose que l'appendicite aiguë. Et à ce moment-là, je l'entends dire une expression que je n'avais jamais entendue, « Aïe, néo !» Alors le néo, c'est le mot rapide pour dire néoplasme, et néoplasme, c'est le mot savant pour dire cancer. Donc, il se trouve en face d'un cancer de l'appendice qui est ulcéré dans le péritoine, d'où la nécessité de faire une intervention très élargie. Pendant ce temps, il doit s'apercevoir que mon cœur bat la chamade, que je suis un peu palichon, et il me dit, si tu as envie de tomber en syncope, essaie de ne pas plonger la tête dans ce ventre ouvert. Immédiatement, mes jambes se mettent en accordéon, hop, je tombe en syncope. C'est pas désagréable la syncope. Quelques instants plus tard, je suis giflé à droite et à gauche par l'anesthésiste efficace. L'infirmière se précipite pour me faire un café fort sucré. Et donc, à partir de là, je me regante, je remets ma blouse, une nouvelle blouse, bien sûr, je me repasse de nouveaux gants pour m'être relavé les mains. Et je vais reprendre les écarteurs dont je m'étais, par la force des choses, écarté. L'intervention se passe très bien, le patient va avoir des suites simples. Nous rentrons chez nous. Et je me suis senti comme adoubé par la profession médicale. Mais je n'étais qu'élève de 3e, il me restait à passer le brevet. Il y en a ici qui vont bientôt le passer, je crois. Et donc, avant de passer ma thèse, j'avais quelques années à faire écouler. Bref, je terminerai sur 2 aléas. Le premier, c'est que, quel que soit le nombre de personnes qui assistent le chirurgien, au dernier moment, c'est lui seul qui est seul face à son patient et à ses décisions. Et d'autre part, le deuxième aléa, c'est que l'aide a parfois besoin d'être aidée. Toujours dans les débuts médicaux, je voudrais vous parler, mon baccalauréat passé, du premier jour de mon premier stage dans le premier hôpital où j'ai pénétré. C'était à l'hôpital Cochin. Là, dans la salle Lancereau, mon chef de clinique, celui qui enseigne les jeunes étudiants, auxquels on doit poser toutes les questions qui viennent par la tête, me désigne une dame dans le numéro je ne sais plus combien, d'une 50aine d'années, avec laquelle il s'était entretenu pour lui demander l'autorisation de se faire examiner par le tout débutant que j'étais. Elle avait acquiescé, et donc je me trouve en présence d'une dame d'une 50aine d'années, bien coiffée, souriante, qui était rentrée la veille avec une fièvre à 40 et une très grosse jambe rouge. À ce moment-là, je n'avais pas commencé à l'interviewer sur son nom, son âge, sa profession, qu'un souffle s'empare de cette grande salle commune. Arrive en tête le grand patron, le professeur Sa Majesté Justin Besançon, le créateur des célèbres entretiens de Bichat, dans le service duquel j'étais, accompagné de 3 professeurs agrégés, de 3 chefs de clinique, et sautillant autour du patron, l'interne, le seigneur de la salle. Il veut lui présenter un patient. Moi, je me dis, voyons s'approcher, pourvu que ce ne soit pas pour moi, manque de peau, la patiente était l'employée de maison du professeur, et à ce titre, il voulait évidemment la saluer. Il arrive, M. Justin Besançon avait une voix de fossé. « Bonjour Marie, comment allez-vous ?»« Bien monsieur, ça va mieux. » Et à ce moment-là, il se regarde d'un air mutin et dit « Vous attirez toujours les jeunes gens ?» Il se retourne vers moi et me dit « Bonjour cher ami, ami comment ?» Moi, rougissant, je lui dis « Mes respects monsieur, Jean-François d'Or, je commence mon premier stage de ma première année de médecine. »
Il découvre le drap, voit cette grosse jambe rouge et s'écrie péremptoire « C'est une phlébite !» Et il salue Marie, il retourne à ses occupations. Une fois sorti de la salle, mon chef de clinique vient me prendre par le coude, découvre le drap et me dit « Tu vois cette grosse jambe rouge là, il y a une espèce de plaque qui est un peu en forme de carte de géographie. Entre cette plaque rouge et la peau saine, il y a un petit bourrelet. Ce n'est en rien une phlébite, c'est un érésipèle, maladie chère cruciverbiste, qui est due à une infection par un microbe qui est passé par une fissure entre deux orteils. Et d'ailleurs, mon chef de clinique écarte les orteils et tombe sur la fissure qui vient prouver quelle était l'origine de cette infection. Il me dit, rassure-toi, elle n'a pas été traitée comme une phlébite, elle n'a pas été mise aux anticoagulants, on lui a donné des antibiotiques, et tu vois que déjà ce matin, elle a plus que 38, donc ça commence à aller mieux. Mais nous dirons dans le service, Marie, la bonne du patron, a une phlébite. Alors, l'évolution de la médecine a fait qu'après l'internat, la thèse, le clinica, je me retrouve 15 ans plus tard chef de service à l'hôpital d'Antibes. Et j'ai vécu évidemment tous les progrès de la médecine et de la chirurgie comme vous, en particulier l'imagerie, l'échographie, les isotopes, le scanner, le PET scanner, l'IRM. Ça c'est formidable, ça permet en quelques secondes de voir des choses qu'on ne trouvait pas au bout de 15 jours quelquefois. Donc c'est un grand bien. Il y a la chirurgie qui a beaucoup évolué et qui est devenue moins invasive en faisant de la celluliochirurgie, c'est-à-dire qu'on introduit un petit tube dans le ventre, on gonfle la paroi et on met une caméra qui va vous montrer sur un écran tous les symptômes de la maladie pour laquelle est l'opération. Et donc l'incision est petite et maintenant c'est l'inverse, c'est plus la grande incision qui fait le grand chirurgien, c'est la petite incision qui fait le grand chirurgien. Mais ils sont tous grands chirurgiens parce qu'ils font tous des petites incisions maintenant grâce à la. Et donc j'insisterai surtout sur l'évolution des cancers, qui a tout de même fait beaucoup de progrès. Évidemment, il y a toujours des morts qui sont involontaires et qui nous attristent toujours. Et puis il y a le sida. En 81, c'était un arrêt de mort. Maintenant, c'est devenu une maladie chronique. Mais attention, sexuellement transmissible encore. Et puis enfin, il y a les progrès de la mise des cathéters, c'est-à-dire ces petits tuyaux stériles, qui vont dans toutes les artères, d'abord des membres pour les déboucher, puis du cœur depuis une trentaine d'années pour les déboucher, et puis depuis quelques années dans les artères du cerveau. Nous en savons quelque chose dans la famille. Bref, tous ces progrès vont permettre de voir encore un autre progrès, moins invasif pour le patient, le TAVI. Alors TAVI, qu'est-ce que c'est? T-A-V-I. Transcatheter Aortic Valve Implantation. Ça veut dire qu'avec un cathéter, on ouvre un orifice et on le corrige en passant par les voies naturelles. C'est-à-dire qu'il y a une maladie qui s'appelle le rétrécissement aortique. C'est un anneau qui passe entre la valve ventricule gauche et l'aorte. Le ventricule pousse le sang à la systole et le sang part dans l'aorte. Et l'orifice s'ouvre et se ferme régulièrement. Mais en vieillissant ou en s'infectant, l'anneau de la valve aortique devient de plus en plus dur, de plus en plus irrégulier, et donc le ventricule est obligé de forcer, et donc risque de malaise, d'insuffisance cardiaque. Et donc depuis 40 ans, on opère ces rétrécissements aortiques en ouvrant le thorax, on met à nu la valve malade, on l'enlève et on en met une en prothèse artificielle. Mais ce qui est le TAVI, c'est différent. C'est un certain professeur Cribier, un cardiologue de Reims, qui a trouvé ça. C'est pour ça que ça m'énerve que ce soit en anglais, mais c'est un Français qui l'a fait, chapeau. Il arrive tout simplement en passant par l'artère fémorale, en remontant l'iliaque, l'aorte et tout ça, la crosse aortique, et il arrive sur l'orifice. Et là, il dilate la valve avec un cathéter qui s'élargit, et ensuite il pose un stent, c'est-à-dire un petit ressort qui est fait d'un métal à mémoire, qui s'ouvre et qui se ferme, et donc les suites opératoires sont beaucoup plus simples, permettant d'opérer des gens très âgés. Évidemment, c'est en prenant de l'âge qu'on a les valves cardiaques de plus en plus malades. Alors ça m'a inspiré, TAVI pour ma vie. À 94 ans, vivant seule et sans enfant, elle était à l'hôpital après une chute banale. Ça m'arrive très souvent, hors ou dans l'appartement, et croyant que je trépasse, en douceur, il me ramasse.
Ils veulent tous m'emmener à l'hosto pour être soignés. Ils sont chouettes, ces pompiers. Je donne pour leur calendrier. Mais par peur d'être une charge, je leur signe une décharge. Cette fois, ils m'ont bien eu. Ambulance et puis SAMU. Et je suis entre deux planches, au milieu des blouses blanches. Ils questionnent sur mon état, croyant que je suis gaga. Mais j'ai bien toute ma tête. Ils en sont restés tout bêtes. Je suis seul dans mon logis, j'y prépare tous mes frichtis, et j'ai plein et plein d'amis qui donnent un sens à ma vie. Je voudrais tant les aider à vivre et à surmonter de l'âge les vicissitudes et à combler leur solitude. J'irai bien sous leur toiture, leur faire un peu de lecture. Docteur, laissez-moi partir, devant moi est l'avenir. Or, elle a un gros souffle au cœur, entraînant chutes et malheurs, un rétrécissement aortique, rendant sa survie critique. Pour guérir du cœur les salves, il faudrait remplacer la valve. Est-ce vraiment raisonnable? À son âge, est-ce jouable? Oui, car même sans ouvrir, bientôt vous pourrez courir. Vous avez trouvé, j'en suis ravi. Opérez-moi mes amis, redonnez sens à ma vie. Posez-moi donc le tamis. Et le tamis fut posé. Et j'ai vécu cet épisode qui m'a évidemment montré à quel point les progrès de la médecine étaient fantastiques. Quand elle ressortit 8 jours plus tard, elle galopait comme un lapin. Dans les progrès de la médecine, vous savez que quand le cœur est au bout du rouleau, qu'on a fait tout ce qu'on pouvait pour réparer les valves, pour corriger les troubles du rythme, ben, il ne reste plus qu'une solution, la greffe cardiaque. C'est-à-dire une personne en général de moins de 60 ans qui a un cœur qui est intraitable, ou plutôt qui a été tellement traité qu'on ne peut rien espérer de plus. La mort est imminente, et donc il faut attendre un jeune de 18 ans qui se tue à moto pour lui prélever son cœur sain et le remplacer le cœur malade que l'on enlève. Ça fait déjà 50 ans, presque jour pour jour, Chris Barnard, de Good Show à Johannesburg, qui a fait cette première greffe, et depuis, bien entendu, on greffe. Pas assez d'organes, malheureusement, parce qu'il n'y a pas assez de donneurs. Je ne sais pas si on n'a pas assez, parce que numériquement, il n'y en a vraiment pas assez, ou si tout simplement les gens n'osent pas prélever le cœur. J'ai fini cette digression sur les greffes, mais je voudrais en venir à ces progrès qui sont le fait d'avoir créé un cœur totalement prothétique. Souvenez-vous, il y a 3 ans, Carmat, le cœur artificiel de Carpentier, qui a été essayé dans 4 cas, qui a donné des résultats intéressants dans chacun de ces cas, mais au bout de 3 à 6 mois, le cœur a lâché, et pour le moment, ils sont en expectative, ils essaient de mieux comprendre pourquoi leur machine ne dépasse pas 6 mois. Et donc, l'année du Carmat, il y avait un printemps des poètes qui s'intitulait « Au cœur des arts ». Alors moi, comme j'ai l'esprit de contradiction, je l'ai intitulé « À l'art des cœurs ». En cette année, le thème était « Au cœur des arts ». Pourtant, l'actualité était à l'art des cœurs. Vive le musicien, le peintre, le sculpteur, mais aussi le chercheur dans son laboratoire. Licence poétique. Parmi tous ces artistes, il y a des chirurgiens qui ont passé leur vie à réparer des cœurs, à les faire rebattre, leur redonnant du cœur, et à les remplacer s'ils ne valaient plus rien. Ainsi que Prométhée, ils arrachent à la science les secrets qui font naître la magique existence. La vie qui dans un cœur se joue en permanence, sans jamais s'arrêter, divine providence. Au sommet de leur art, où ils mirent tout leur cœur, ils offrent généreux à l'homme moribond un savant cœur tout neuf, biomécanique bon, pour notre médecine devenue art des cœurs. Mais que ressent un cœur bardé d'artificiel? Sera-t-il palpitant devant une œuvre d'art, ou objet de métal, froid, sec et peu bavard, pourra-t-il nous hisser jusqu'au 7e ciel? Alors toujours dans la médecine, il y en a encore un petit peu. Le métier étant accompli, la retraite étant arrivée, j'ai pu m'adonner au bénévolat, à la Croix-Rouge. Là, on y fait la médecine du cœur plus que la médecine de pointe. À la Croix, j'y vois rouge. Avant d'aller épier, ah ma Charlotte, va te promener sur la capote. Avant d'aller épier et soigner quelques pieds, de bons hommes au nez rouge fréquentant la Croix-Rouge, j'enfourche ma voiture qui me sert de monture.
À la consultation, tout plein de sensations. La cour est des miracles. On y attend mes oracles. Gardez donc vos souliers, oui, ça sent trop des pieds. Montrez-moi votre peau, ôtez vos oripeaux. Pour exercer mon art, enlevez votre falzar. Mais gardez vos chaussettes, ça sent la crème fleurette. Le nez est agressé, le client est pressé. Toujours, oui, le patient se montre impatient. Et puis pour l'ordonnance, il a ses exigences. Il veut de l'authentique et pas du générique. À midi épuisé, je m'en vais écœuré, retrouver ma voiture en statique posture, au milieu d'un parking, et là je crie « Shocking !» Cerise sur le gâteau, elle sortait d'un cadeau. Décorant le pare-brise, ce sont 2 feuilles grises. Pour m'être dévoué, j'ai copé d'un PV. Mais il y eut une suite, la raconter se mérite. J'ai payé mon amende, mais j'ai fait ma demande à notre commissaire de se montrer plus débonnaire. Et pas plus tard qu'hier, Madame la divisionnaire m'a renvoyé mon argent, sensible à mes arguments, m'écrivant solennellement qu'exceptionnellement, elle passait l'éponge devant le remords qui me ronge, du pain. Mais qu'à la prochaine incartade en semaine, même à la Croix-Rouge, elle brandirait le carton rouge. Dans ce métier, on a la chance de glaner quelques arguties plus ou moins scientifiques et quelques perles. Je vais vous en donner quelques-unes, parce qu'au bout de 50 ans de médecine, j'en ai pas mal, que je connais, sur lesquelles j'essaie d'écrire des nouvelles. Mais là, ça m'est venu pour ce soir. En première année de médecine, au cours d'anatomie, justement professé par le professeur Cabrol, le futur premier greffeur de cœur français, il y a au 4e rang de jeunes étudiantes qui parlent, au point que le professeur leur dit « Écoutez, mesdemoiselles, ou vous vous taisez ou vous sortez de l'amphithéâtre. » Et l'une des 2 péronnelles se lève et dit « Moi, c'est pas mademoiselle, c'est madame. » Et à ce moment-là, le professeur Cabrol, qui est au bas de l'amphithéâtre, met ses 2 mains en lorgnette et dit « Ah, de là où je suis, je n'avais pas pu voir. La prochaine fois, vous mettrez des mini-jupes. » Ah, maintenant, toutes les oreilles. Bon. La deuxième est plus médicale, si je puis dire, accomplie. C'était mon premier remplacement à la campagne. Il est 12h30, la salle d'attente est encore pleine parce que j'étais longué, j'ai pas beaucoup d'expérience. Et donc, arrive quelqu'un qui fend la foule, qui souffle, qui siffle, qui est étouffé, qui est en train de s'asphyxier. 50 ans, c'est un personnage très important, c'est le coiffeur du village. Il fend la foule, je le mets dans mon bureau, je l'assois, et il n'y a pas besoin d'avoir fait beaucoup de médecine pour voir qu'il fait une crise d'asthme suraiguë. On met le stéthoscope et ça siffle. Le diagnostic est fait. Malheureusement, à cette époque, c'était environ en 60, n'existait pas encore les pulvérisations de ventoline. Donc on avait un tout et pour tout pour soigner ces gens, la théophiline qu'on faisait en perfusion intraveineuse. Donc je l'assois, je lui mets un garrot, je lui mets ma piqûre de théophiline en serrant un peu les fesses, parce que c'est pas souvent que j'avais fait ça en urgence seul et isolé. Quand on est à l'hôpital entre étudiants, c'est plus facile. Et je prie que mon Dieu que ça se passe bien. Dès la fin de l'injection de théophiline, il est guéri, ressuscité. Ben, vous ne devinerez jamais ce qu'il m'a dit. Putain, bon Dieu, vous êtes pire que le bon Dieu. Non, putain, docteur, vous êtes pire que le bon Dieu. Toujours dans ce même remplacement, une petite vieille qui me montre une cicatrice sous le foie. Ah, je lui dis, vous avez été opéré de la vésicule, vous aviez des calculs. Alors, pour un non-initié, la bile, lorsqu'elle est trop épaisse, se transforme en cailloux qu'on appelle les calculs, tout le monde le sait. Mais quelquefois, ça donne simplement des petits grains de sable, on appelle ça la boue biliaire. Et ça peut effectivement bloquer aussi le canal biliaire. La boue biliaire. Et alors à ce moment-là, elle me reprend. Ah non, docteur, c'était pas des calculs, c'était des bouses, rien que des bouses. Je n'ai pas pu m'empêcher de crier, oh la vache. Une autre version vécue d'une urgence à l'hôpital de la Timone à Marseille. Heureusement, les Marseillais ont la chance d'avoir les marins-pompiers qui sont d'excellents urgentistes. Mais là, ils apportaient en smoking un jeune homme d'une 25 ans environ,
qui avait les oreilles boursouflées, les paupières gonflées, les lèvres lippues et peu grosses que la bouche, et qui sifflait et soufflait, s'asphyxiait. Il faisait ce qu'on appelle un édème de Queen, c'est la glotte qui se dilate et qui empêche de respirer. C'est une urgence, sinon on meurt. Donc immédiatement, on fait les piqûres de cortisone et d'adrénaline nécessaires, et là encore, on le tire d'affaire très rapidement, c'est ce qu'il faut. Mais simplement cela me rappelle qu'on l'a questionné, on lui a demandé s'il avait déjà des allergies, non. Mais alors comment ça s'était-il passé? Pourquoi était-il en smoking? C'est son droit le plus strict. Mais il était à un banquet de mariage, et il y avait un centre de table avec des fleurs, et sa voisine, qu'il a voulu épater, il a pris un narcisse dans ce bouquet, et il lui a dit « chiche que je la mange ». Et sa voisine lui a dit « t'es pas capable ». Il a croqué, et hop, édème de Queen. Il a failli mourir. On l'a tiré d'affaire, je vous l'ai dit. Mais ceci me rappelle cet épisode de la mythologie grecque, Narcisse, qui meurt de se voir si beau, pas dans ce miroir, mais dans le miroir de la fontaine qui lui réfléchit. Et nous, notre jeune homme, avait failli mourir de vouloir faire le beau. Dernière petite perle, après on passera à autre chose. C'est un monsieur d'une cinquantaine d'années, robuste, que je vois 2 fois par an pour une maladie chronique, puis à l'occasion va bien, donc il ne me fait pas souci. Et à la fin de la consultation, sachant quel est son amour pour l'opéra et le bel canto et sa collection d'autographes avec les divas de ce type de musique, il me dit tout fier, je reviens d'un opéra à la Scala de Milan, et figurez-vous docteur, j'ai eu un attouchement avec Luciano Pavarotti. Ça m'a ému. J'ai vraiment été touché. Voilà. Nous allons un petit peu changer de registre, mais ça reste encore un peu anatomique. Nous passons dans le pelvis. Le pelvis, c'est le bassin. Et le bassin, à l'arrière, c'est les fesses. Ça mérite quelques descriptions, car dans ma profession, vous en doutez, on examine souvent les gens tout nus, ou tout le moins déculottés. Donc cela m'a permis quelques observations fessières, plus ou moins croquignolesques. J'ai été inspiré par le vers 52 de la tragédie de Polieux. Vous connaissez tous le vers 52 de Polieux? Et le désir s'accroît quand les faits se reculent. Et un jour, il y a un abruti qui l'a lu à toute allure et qui a dit « Et le désir s'accroît quand les faits se reculent. » Polieux. Ah, qu'il me tient à cœur le fessier féminin, et comme ses rondeurs me chatouillent les mains. Au bas du sablier qui dessine la femme, sous jupe ou tablier, bien souvent, il m'enflamme. Plus encore que ces formes combien hétérogènes, défiant toute norme, mais souvent érogènes. Je voudrais célébrer ces 1000 mouvements, parfois très calibrés, parfois débordements. C'est son balancement qui attire mon regard. Professionnellement, j'observe plein d'égards. Prenons quelques exemples. Oui, c'est dans l'allégresse que souvent je contemple rouler de belles fesses. À l'armoire normande, obstruant la fenêtre, Attila des plates-bandes, convoi exceptionnel, je préfère le discret, mignon et balancé, cachant comme un secret ses formes engoncées. Un séant, bien séant, élevé chez les sœurs, me laisse mécontent et me reste sur le cœur. Le séant métronome, tic-tac, tic-tac, tic-tac. On dirait 2 belles pommes calées au fond d'un sac. Tel beau socle en mouvance joue parfois au comique, quand ses proéminences battent asymétriques. En langue maritime, il y a du tangage, et c'est bien légitime pour ces 12 avantages. Il y a des pétards qui sont joyeux ou tristes, il y a des vantards qui font leur tour de piste. La joyeuse est discrète, si elle est désordonnée, ne s'aperçoit distraite
qu'elle est déboutonnée. Et sous un baldaquin ou sur un palanquin, de Paris à Pékin, l'océan est coquin. C'est bien joli d'avoir belles fesses, et quand elles sont trop rebondies, quelquefois, elles rendent difficile la conservation d'un agenda sur sa poche revolver. Le mien s'appelle le faissographe. J'ai un problème avec mes poches revolver. J'y mets mon agenda, nommé le faissographe. Il épouse ma forme, et c'est son autographe. Quand je pose culotte, il joue les filles de l'air. Ainsi l'ai-je semé en des lieux glorieux. Serait-ce en quelque endroit où vous fites en plaie? Non, c'est moins distingué, car c'était aux toilettes. Aussi, quand je le perds, je suis des plus soucieux. Une femme de ménage l'aurait-elle retrouvé? Cela ne riait pas, mais déjà arrivé. Antoine de Padoue le planque sous la chasse d'eau, bien sûr, pas la chasse des reliques. J'invoque le grand saint, et souvent il m'exauce, lui évitant souvent de tomber dans la fosse, tel le petit poussé, l'on me suit à la trace. Avant d'aller aux objets trouvés, quand on perd quelque chose, ça loupe pas, il y a toujours un copain qui vous voit dans la déconvenue. Et qu'est-ce qu'il vous dit immanquablement quand vous lui avez dit que vous avez perdu votre portefeuille, par exemple? Il vous dit « Ah bon? Et où l'as-tu perdu ?» Immanquablement. Et vous de lui répondre « Pauvre pomme, si je savais où il était, je ne l'aurais pas perdu. » C'est un peu tout bête, mais c'est souvent comme ça. Un jour, ça m'est arrivé d'avoir en face de moi un Teddy Riner. Enfin, c'était pas lui, mais c'était son sosie. J'avais perdu mes clés. Et là, je n'ai pas été très courageux. Je n'ai pas osé lui dire attends, pauvre pomme, parce que Teddy Riner. Et puis j'ai eu peur qu'il me fasse une clé au bras. Donc on peut perdre quelque part, et éventuellement dans les toilettes. Ça m'est arrivé d'entendre, grâce à mes prothèses auditives, vaut mieux entendre ça qu'être sourd. On n'arrête pas le progrès. Si, je le prouve. Sans aller humilier tous les chercheurs qui trouvent, particulièrement les créateurs de prothèses qui passent tant de temps à nous rendre nos aises. Ainsi, des ouïes bouchées comme des perce-oreilles, ces tout petits engins qui nous rendent aux merveilles la perception des sons, qu'ils soient bas, qu'ils soient hauts, que l'on n'entendait plus, étant sourd comme un pot. Ce jour, on m'a conté l'histoire d'une dame, chez qui ces vieux tympans entraînaient quelques drames, alors que ses prothèses lui redonnaient de l'ouïe, son cerveau dérangé lui dictait gestes inouïs. Change donc de bijoux et redeviens coquette, ôte tes vieilles boucles, jette-les aux toilettes, et retrouve dès lors ta naturelle classe. Sur ces colifichets, surtout, tire la chasse. Ces coûteux appareils partis aux oubliettes soufflèrent à mes prothèses cette docte bluette. La parole est d'argent, mais le silence est d'or. Le silence s'obtient quelquefois à prix d'or. Tout ça c'est bien joli, on est un peu dans la fesse et dans les poches, je m'en excuse, on va sortir de cette édicule, mais il faut quand même savoir qu'il y a quelques éléments dans cette bonne vie d'Antibes Jean Lépin qui s'appelle la commune libre du Safranier. C'est merveilleux, c'est formidable, ils sont créatifs, ils ont plein d'idées, et il y a quelques années, il manquait sur cette place les chalets de nécessité. C'est le mot savant pour parler des édicules dans lesquels on va se retirer tout seul. Et j'ai voulu écrire cette tirade des cabinets, que j'écris CABINEZ, et que je dédie aux différents maires de la commune libre. D'abord l'illustre Zézé, actuellement Noël, ensuite les trois présidents, Peter, Jean-Louis et actuellement Polo, et enfin à la secrétaire perpétuelle, l'illustrissime Nicole Boyer. La tirade des cabinets. Ce petit bâtiment, attendu si longtemps, m'inspira un compliment, célébrons ce monument en empruntant à Rostand. Amical, passez donc, j'attendrai ma parole que vous ayez fini de poser votre bol. Si le cœur vous en dit, prenez toutes vos aises, s'exonérer trop vite entraîne des malaises. Descriptif. Regardez ce nouvel édicule, juché bien fermement dessus ce monticule. Il est droit et carré, ses couleurs sont joyeuses.
c'est sûr s'y poseront des milliers de valseuses. Curieux, la porte ferme. A-t-on mis le loquet pour éviter l'entrée de quelques paltoquets, pris d'un besoin subit à ne pas retenir, entrant alors qu'un autre pousse pour s'assouvir? Gracieux, il manquait à cette belle place un endroit pour pouvoir s'admirer dans la glace. Regarder sur son toit la ronde girouette, tourne sur son pivot, c'est vraiment une fête. Historique, la commune gardait ses traditions, et jusqu'à ce grand jour où posait son caleçon, en sautant les remparts et derrière les murailles, on allait libérer accroupi ses entrailles. Mais non, il a fallu un décret impérial pour imposer qu'enfin chaque canal anal aille se divertir caché de tous les siens en quelque endroit intime prôné par Vespasien. Pratique. Et s'il venait à manquer du papier, on peut du fenestron cueillir du safranier. Il vous parfumera de ses suaves odeurs et vous décorera de ses vives couleurs. Pagnolesque, si vous vous trouvez dans le besoin, allez-y, vous verrez, on y est au petit soin. Et si vous plantez là vos amis sur la place, vous pourrez leur crier « Je m'en vais à la chasse », donc bien sûr. Dernière récolte. Pas tout à fait vrai. Figurez-vous que, avant d'aller dans nos potagers locaux, nous sommes allés nous promener d'abord du côté de Noirmoutier, où l'on cultive sur le Barec et le Goémon la Rolls-Royce des pommes de terre, la Bonnotte. Bon, je vous laisse la description. Elle coûtait plus cher qu'un Picasso à l'époque. D'ailleurs, Picasso bis, je vous le confirme. Après Noirmoutier, on est allé en tenue de chevalier du Pissala. Je vous épargne la mise de la tenue, mais regardez comme j'ai l'air intelligent quand je mets ma couronne. Donc, en tenue de chevalier du Pissala, on est allé rendre visite, comme chaque année, à la confrérie de la figue de Soliespont. C'est toujours un spectacle auquel il faut assister une fois dans sa vie. C'est le dernier dimanche du mois d'août. Et là, on voit 25 confrères qui viennent honorer la figue. Laissons la figue, elle est belle, elle est bonne. Et passons plus volontiers au suivant de ces messieurs. Au pays d'Agen, où les pruneaux ont rendu mondialement célèbre le Lot-et-Garonne. La récolte des prunes. Au beau pays d'Agen, la prune prolifère. On m'a dit que je n'étais pas assez souriant, que j'étais fixé là. Mais si, vous pouvez me faire signe comme ça, parce que je suis coincé. Je suis très timide. Décoincez-moi, ça tombe bien parce qu'on va parler des pruneaux. Et comme dans le premier poème, je vous ai parlé des manières d'éviter la couronne, c'est un cycle accompli. La récolte des prunes. Au beau pays d'Agen, la prune prolifère, le climat lui donnant une bonne atmosphère. Des fruits à profusion, le paradis des Dantes. Pour ceux qui ne savent pas, la Dante, c'est une prune greffée d'apostrophe ET. Vous pourriez penser que je pense à Dante, bien sûr, et sa divine comédie, mais non. Que le prunier royal, à chaque été, enfante. Avant de les cueillir, il faut les ramasser, car c'est au pied de l'arbre qu'elles se sont amassées. Les plus mûres, violines, irisées de vermeil, tombées du géniteur en un tapis merveille. Accroupis, l'on récolte en des paniers immenses des centaines de prunes à éclater les anses. Restent alors les puinés, accrochés à leurs branches, par une tige ferme qu'un bon sécateur tranche. Mais à propos de branches, il y a manière plus branchée de récolter des prunes
sans aller au marché, de récolter des prunes sans jamais se baisser, de récolter des prunes surtout si on est pressé. C'est ainsi qu'au volant de votre automobile, quand vous devez relier bien vite une autre ville, vous pouvez sans vous prendre jamais pour un champion, appuyer un peu trop sur votre champignon. Cet hommage rendu à notre mère nature honore le conducteur et sa belle voiture. V'là-t-il pas qu'un virage abordé d'ardard cachait à sa sortie l'ineffable radar. Rien ne sert de râler, vous êtes bien flashé, rien ne sert de crier ni même se fâcher. Dans 8 jours, une amende réclamera vos thunes, c'est une autre façon de récolter des prunes. Alors, moi je suis un jardinier peu éprouvé, bien que j'ai un coach absolument exceptionnel, le célèbre Marcel, le célébrissime verrier de Biot et d'Antibrély et du monde entier, qui est aussi bon souffleur de verre que laboureur, semeur, récolteur, arroseur. Marcel, je tiens à te remercier, surtout que tu es très patient avec ton élève qui n'est pas à la hauteur de tes compétences. Ça s'intitule « Ineffable Marcel ». Ça mérite que je me lève. Chapeau Marcel. S'il n'est pas là ce soir, il est en train aux cuisines de nous faire le frichti. Ineffable Marcel. Je ne dirai jamais assez du bien de toi, Marcel, depuis que tu jardines sous mon toit. Tu m'as impressionné d'abord par ta vigueur, tu es Héphaïstos, forgeron au grand cœur. Cette comparaison pour un souffleur de verre s'applique tout autant à toi, planteur de verre, VERT. Tu es aussi costaud pour pousser l'air en canne qu'en semant les tomates quand tu fais leur cabane. Mais si d'un tournement tu donnes forme au verre, de cette même main tu laboures la terre. Empereur des fours, tu es roi des potagers. Bosseur infatigable, ta vraie fécondité, et sous-tendu ami par ta fidélité, reçois donc ce merci de ton vieux pote âgé. Ce travail agraire est fatigant et ça peut même donner des coups de pompe. Alors on va se reposer. Coup de pompe. Ils m'ont dit de me coucher, mais j'ose pas parce qu'après avec mes jambes merdiques, je fais la sieste. Je souris. Pourtant je suis fatigué. Ce matin-là, je me suis réveillé dans le coltard. J'avais un coup de pompe. Je trempais dans mon café au lait une pompe à l'huile, traditionnel gâteau provençal. Je voulais faire ma toilette, il y avait une fuite, le robinet ne fonctionnait pas. Heureusement, dans mon jardin, il y avait la pompe à bras qui m'a servi l'eau pour ma toilette. Une fois lavé, rasé, j'ai ciré mes pompes et je les ai enfilées. Je devais aller voir mon expert comptable à Jean-Lépard. Je prends ma voiture, la jauge à essence est à 0. Je passe donc la remplir avec la pompe à essence. Pendant le trajet, je suis bousculé par la motopompe des pompiers qui faisait pas un pompe, un pompe, un pompe, un pompe. Bref, j'arrive enfin à Jean-Lépin où je voulais me garer dans le parking de la place de l'église de la Pinède. Là, il y avait des voitures, c'était un enterrement, c'était les pompes funèbres. Je fais un tour, je fais 2 tours, je fais 3 tours. Bref, au 4e tour, je me dis peut-être que les pompes funèbres ont fini d'évacuer le mort. Et je vois de nouvelles voitures, de belles américaines. C'était un mariage en grande pompe. Alors lassé de toujours chercher, je vais un peu plus loin. Et il y a une rue qui s'appelle la rue de la Pompe, ça ne s'invente pas. Je peux trouver une place de stationnement en face d'un hôtel, et je vais donc, avec mes pompes, chercher pour aller chez l'expert comptable. Je tâche d'éviter avec mes pompes, bien entendu, les carrelages sur lesquels sont imprimées toutes les mains de tous les artistes qui ont joué du jazz. Arrivé chez l'expert comptable, je suis un peu dépité parce qu'il m'explique combien je vais être pompé d'impôts. Bref, une fois cette assénation ou cet assénement, je ne sais pas, asséné, je reprends mes jambes à mon cou et je me retrouve rue de la Pompe dans ma voiture. Elle était coincée. Vous ne devinerez jamais par quoi. Par le camion des pompes à merde. Il venait évacuer les eaux usées du grand hôtel devant lequel j'étais. Ça ne s'invente pas. Mais ma patience a été récompensée grâce à Radio Classique, qui jouait tout simplement le grand air du couronnement de Popée. Là, ils avaient oublié un M. Ça peut arriver. Puis enfin, arrivé chez moi quelques instants plus tard, j'aurais mieux fait de prendre mon vélo. Mais le pneu était dégonflé.
et j'avais pas retrouvé la pompe. Maintenant que je vous ai tous un peu pompé, je ne vais pas vous affirmer la célèbre maladie de pompe. Il y en a une. Fatigué, il faut savoir prendre des vacances et faire des voyages. J'ai commencé par aller au Canada. Et là, je suis allé en Gaspésie, vous savez, la pointe nord-est du Québec, pour me plonger et faire un peu de natation dans l'estuaire du Saint-Laurent avec les baleines. Non, là, je me vante un peu, c'était uniquement pour bouffer des homards. Bref, je passe sur cette impression, je laisse ces monuments des mers continuer à vaquer à leur occupation qui consiste à venir pomper du plancton. Et je retourne à Montréal, où là, il m'est arrivé une petite histoire sympathique, enfin pour nous qui regardions, moins pour celle à qui c'est arrivé. Ça s'intitule « Le fermoir coquin ». C'est la fête des mères, c'est son anniversaire, et puis ce dimanche-là, on est au Canada. Ma femme, toujours classe, fait honneur à sa race, et d'une robe blanche recouvre ainsi ses hanches. Grand sourire. Suspendu aux oreilles, 2 boucles vermeilles. Vite, vite au métro, on est attendu tôt pour la cérémonie à 2h30. Au bas de l'escalier, tombant à ses pieds, une boucle mal accrochée à son petit crochet fait au sol un bruit sec, déclenchant le plan hors sec. Vite, elle est repérée, aussitôt ramassée, remise en son perchoir. Manque de bol, il manque le fermoir. Où est-il disparu? Personne ne l'aurait cru. Alerte, elle se secoue, des pieds jusqu'aux cou, bientôt sentant un clic tout près de l'ombilic. Au bas de sa culotte, la breloque grelotte, un chouette jubilatoire, on a retrouvé le fermoir. Du Canada, où je dis au revoir à nos cousins, tabernacle, du jus de gazon dans l'eau furieuse. Vous savez ce que c'est, le jus de gazon dans l'eau furieuse? C'est le diabolomante. Et après, j'ai mis de la gasoline dans le char, et je suis parti un peu plus loin, vers le Laos. C'est le pays du million d'éléphants. Et là, j'ai vécu le moment le plus tragique de mon existence, sportif. J'ai fait une fois, mais c'était la dernière fois, une promenade à dos d'éléphant. Après ces animations pachydermiques, j'ai quitté le Laos par la piste Ho Chi Minh, cette fois devenue pacifiée, laissant sur la droite la triste Dien Bien Phu, et nous sommes partis vers la baie d'Alo. Je l'ai sous-titré « La féerie aux 1000 portes ou le labyrinthe enchanté ». L'autre nuit, j'ai rêvé. J'étais dans un bateau, allongé sur ma couche, bercé par 1000 flots, un frêle clapotis tintant à mes oreilles, accompagné charmeur mon très profond sommeil. Et dans mon inconscient, de bonheur submergé, j'enfilai mon maillot pour aller m'immerger. Ne sachant si j'étais dauphin ou bien sirène, j'étais prêt à plonger. Soudain, crie la sirène de notre beau bateau, hurlant ses décibels, pour me dire que j'étais dans la baie la plus belle au monde, la plus large, la plus vaste et la plus longue. Vous l'avez deviné, c'était la baie d'Alo. Transi, dans mon extase, aux jumelles arrimées, je vis à mes côtés, nimbé d'une fumée, un géant débonnaire à la bouche riante,
un rocher et sa grotte à l'invite accueillant. Des rochers, des pitons et quelques pains de sucre irisaient en reflets, courte pointe de stupe, une mer d'émeraude, vibrante silhouette, évoquant des marins un beau soir en goguette. Et notre bel esquif, tel un serpent de mer, se fraya un chenal, loin des gouffres amers, ça c'est pas de moi, évitant aguichante une rive fatale, naviguant crânement dans l'immense dédale. Soudain, les sur tribord, un village flottant, blotti dans une conque avec ses habitants, tirant de la calanque un peu fjord sorcière, les fruits de leur plongée, de belles huîtres perlières. Disons adieu à ces Robinson Crusoe, si courageux pêcheurs aux plongeurs huîtriers, et naviguons dans ce silence minéral au milieu des dragons qu'évite l'amiral. Dans ce foisonnement d'écueils et de récifs, émergent souriants mais parfois agressifs, des sommets fort pointus, en gueule de requin, ou de frêles pitons, élégants marocains. Attention, notonniers, garde une allure prudente, car ces courbes alanguies aux formes obsédantes ont un pouvoir magique, faire qu'on s'extasie, un peu halluciné comme par l'ectasie. Était-ce bien réel, ou plutôt un doux rêve? Je me sentais si bien dans ce paradis d'Ève, et si loin de l'enfer visité par Orphée, que je me rendormis dans les bras de Morphée. Après ça, je continue d'aller sur ma map-monde, je ne pouvais éviter l'inévitable Chine. Et dans les rues de Pékin, c'est pas comme à l'époque des embarras de Pékin du Sieur Boileau ou de la Rose Hidalgo. C'est quelque chose de tellement douloureux et dangereux que véritablement il faut se signer, car la peine capitale vient dans la rue à Pékin. Bref, je vous laisse avec la cité interdite, les grands Bouddhas géants d'Atong, la Grande Muraille. Bref, tout cela éprouve les pieds. Et il faut après, sur les conseils de notre guide s'appelait Alice, elle était charmante, aller se faire masser les pieds, c'est le meilleur moyen thérapeutique, contre les corps en pied. Ça s'intitule « Si l'on prenait mon pied ». Allez vous promener aux grottes de Yungang, priez donc le Bouddha en votre propre langue, et si après vos pieds sont comme en une gangue, faites-les donc tremper dans quelques jus de mangue. Si je continue comme ça, vous allez vraiment vous emmerder. Rassurez-vous, ça s'échauffe. Sourire. Mais vous pouvez aussi écouter votre guide. Alice vous donnera des conseils fort limpides. Suivez-moi dès ce jour au salon de massage, j'y fais traiter mes pieds le soir après usage. Sitôt dit, sitôt fait, quelques dits téméraires sont partis courageux, disant « La belle affaire, Alice nous l'a bien dit, se faire masser les orteils, c'est comme si on allait au pays des merveilles. » De larges matelas, étalés avec art, faisaient craindre qu'on fût dans quelques lupanards. J'enlevais mes chaussettes et surtout pas le reste, décidé à garder mon pantalon, ma veste. On venait pour les pieds, mais la corte « Oh oh !» Je l'ai ainsi nommé, car à toutes mes angoisses, elle répondait par l'onomatopée « Oh oh !» Vous prenez aux épaules, vous plaquez sur le dos, et revenez ensuite avec une bassine où elle trempe vos pieds dans l'eau qui les calcine. « Oh oh !» criai-je à « Oh oh !» C'est beaucoup trop chaud. Elle hissa la bassine sur un petit escabeau. Dès lors, elle s'occupa de mon corps et ma tête, et là, je vous dis pas, ce fut vraiment ma fête. Du front à l'occiput, en passant par la tempe, je n'ai pas mérité de prendre une telle trempe. Des coups, des pincements et encore des coups distribués à mon nez, à mon front, à mon cou. Et lui dis-je, moi je suis venu pour les pieds. Aussitôt sur mon dos, elle s'est acharnée. Puis passant à mes bras, à l'instar du kung-fu, du tranchant de ses mains, elle tape d'un rythme fou. Je passe sur mes doigts qu'elle tirait en sonnette, malaxant en docker mes deux pauvres pommettes. Arrêtez, je hurlais, vous me rendrez manchot. Je déclenchai alors le fou rire de « Oh oh !» Mes orteils trempés dans l'eau devenue tiède, et là je la trouvais, oui, vraiment un peu raide. Quand elle me tapota gaillardement les cuisses, montant de bas en haut en me criant « Oh oui !» C'était bien le seul français que je connaissais. À la fin, exténué, oui, j'ai tapé du pied. Et la bassine, bien sûr, s'est mise à déborder. D'un tel débordement, oh oh, pris de la vigueur, me donnant dans les plantes des coups de poing rageurs. Cerise sur le gâteau, en ce pays de houille,
Vlati pas que, aux plantes me chatouille, avec les ramures d'une plume en vermeil, inventant le supplice de mes si beaux orteils. Ça fait un beau voyage, comme celui-là qui conquit la toison, et puis est retourné plein d'usage et raison, vivre entre ses parents le reste de son âge. C'est bien beau d'aller en voyage, de travailler, de faire du bénévolat, mais il y a quelque chose qui me va au cœur, c'est ma famille, j'ai la chance d'en avoir une sympathique. Vous voyez ici quelques échantillons. L'aîné avait à l'époque 8 ans, et le dernier était dans le ventre de sa mère. Et voici les 3 mères, mes 3 filles. Donc cette famille, j'y tiens beaucoup. Et nous avons fait un petit chapitre sur la famille. Les petits-fils sont un peu impertinents. Et en particulier, ils ont la fâcheuse tendance à mettre en boîte leur grand-père. Et alors, quand il s'agit de faire des pronostics, c'est pas triste. Grégoire le Futé. Grégoire le Futé est un roublard qui s'en tire toujours avec grand art. Il a des réparties fulgurantes, toujours pleines d'humour et hilarantes. Comme moi, il adore le football. Il connaît chaque joueur, sa place et son rôle. Mais quand il fait des pronostics, il se comporte comme un loustic. L'autre jour, match Rennes-Paris, c'était il y a 3 ans. Il a misé 3-0 comme Paris, estimant Rennes perdu d'avance et n'ayant pas la moindre chance. Rennes a gagné, Paris a perdu. Ce jour, il me fait compte-rendu, m'expliquant que ce jour-là, il était pour Rennes, tout bas. Dès lors, je lui dis qu'il faut se décider, avant, et qu'après ce n'est plus joué. Il me répond sans s'émouvoir, « François, c'était pour tester ta mémoire. » Alors il joue à des jeux très dangereux, par exemple les cartes, le nain jaune, les dominos. Ça va jusqu'aux échecs, et alors rien de plus dangereux que les échecs. C'est 2 autres, ça. Il joue paisiblement une partie d'échecs. Installés à cheval, près de la bibliothèque, c'est tout plein de bonheur, les parents sont au loin, en silence restons tapis dans notre coin. La tour, le cavalier sont près du roi adverse, tout près d'être matés, et ce sans controverse. L'un des protagonistes, pris d'un besoin subi, délaisse son comparse pour aller faire, vous avez trouvé la rime. C'est alors que résonne un coup sec au plancher, une studieuse tête, après s'être penchée, s'écroula lourdement, suivi d'un cri perçant, qui fait croire père et mère à un vrai tremblement. Le blessé se relève et dans ses hurlements s'épanche des rechefs dans les bras de maman. Je suis tombé d'en haut, j'ai une énorme bosse. À l'arrière de ma tête, je sens sortir un os. Maman essuie les larmes et pleine de méfiance découvre à l'occiput une belle excroissance. Puis tombé de la glace, on comprime, on console cette grave blessure qu'on appelle badole. Ça, c'est du Marseillais. Le cousin sort des gogues, hurlant « Échec et mat !» Le blessé se reprend. J'ai la bosse des maths. Là où ils sont parfois pas tout à fait de bonne foi, c'est en matière de football. En matière de football que j'aime beaucoup, j'ai des petits-fils qui habitent à Nice, donc ce sont des supporters invétérés d'OGC Nice. Et moi, je suis Marseillais, donc je ne peux être que pour l'OM. Mais alors, ils me traitent d'une façon méprisante. C'était à l'époque, il y a 3 ans, où Nice jouait bien. Et l'OM était au bas-fond du tableau. OGC Nice versus Olympique de Marseille. Antoine et Nicolas sont des fondus de foot. Ils ne ratent aucun match, cela quoi qu'il en coûte. Pas chauvin les Niçois, ils sont pour les Aiglons, qui cette année enfin jouent vraiment au ballon. Bien sûr, ils ironisent avec leur grand-père, qui supporte l'OM, club de la Cademière. Comme il n'est pas coutume, Nice s'est mise à bien jouer, tandis qu'au Vélodrome, l'OM s'échouait. C'était il y a 3 ans, maintenant c'est l'inverse.
François, le savais-tu, dans la division 2, tous les vendredis soirs, l'OM jouera son jeu. Bande de tartarins, sans le grand Ben Arfa, vous seriez tout juste apte à jouer en CFA. Alors pour les dames, CFA, c'est le club amateur, c'est la 4e division. Chez nous, la bonne mère montre toujours son cœur, et ce tout aussi bien aux vaincus qu'aux vainqueurs. Mais toi, l'OGC Nice, tes veines de cocu sont dues à Ségurane qui montrait son gros trouver la rime. Il n'y a pas que les jeux de balle. Il y a aussi, il faut être un peu moderne. Et là, les grands-parents doivent se pincer pour comprendre le principe des jeux électroniques. Je vous en supplie, petits enfants, initiés aux tablettes de vos grands-parents. Ils ont appris à écrire à la sergent-major. Vous, vous effleurez les touches de vos pouces d'Andorre. Ce quatrain, ou à peu près, est de mon ami Marcel Ruffo, qui est un de mes collègues d'internat, qui avait commencé un article justement sur l'initiation aux jeux électroniques par les enfants pour les parents, les grands-parents. Grand-père débutant, j'ai obtempéré. À Greg et Clément, je dis ce que j'espérais. Ils m'ont répondu, viens sur le canapé, on va tous les deux t'apprendre à taper. C'est un jeu magique, de vraie stratégie. Chacun doit piquer de l'autre le logis. À ta disposition, tu as le grand sorcier, qui est le meilleur des artificiers. Et puis tu as aussi comme pièce maîtresse des lanceurs de torches mettant le feu aux fesses. Comble de bonheur pour être champion, utilise bien les chevaucheurs de cochons. Allez, tu as compris, on fait la partie. Vas-y que je te pousse, c'est bien parti. J'effleure la gauche, ça part à droite. Dès lors, j'impressionne mon adversaire qui en devient tout moite. Mais soudain, je ressens comme un flash. Et Clément s'active pour aller au clash. J'appuie alors sur tous les boutons à la fois. Voilà que mes munitions se retournent contre moi. Pour un premier essai, ce fut un vrai fiasco. J'étais bien meilleur pour le jeu du Cluedo. Mais là, j'ai encore bien besoin de leçons. Ça n'est que le début de mon initiation. Croulant, je suis obligé de m'adapter. Et je pense que chez moi, je voudrais qu'ils ne fassent pas plus d'1 heure de jeu électronique, mais pas moins d'1 heure de lecture. Et maintenant, ils ont compris. Tous les mercredis, ils lisent le Grand Monde. Ils le savent par cœur. Enfin, ils le sauront par cœur quand ils auront commencé à le lire. Là, nous allons nous promener un peu plus loin que Antibes et que la célèbre commune du Safranier. Nous allons aller à Jean-les-Pins, où il y a tout de même le jazz, les plages, les magasins et les restaurants, où on trouve quelquefois des surprises amusantes. Les pulpeuses de Loucancan. On a chanté les Norvégiennes, filles du Nord qui ont le sang chaud. L'autre soir à Joquelben, elles nous venaient tout droit d'Oslo. De belles blondes aux yeux de braise, les décolletés vertigineux, chantaient et riaient fort à l'aise, le déhanchement serpigineux. L'atmosphère était fort joyeuse, réchauffée par 1000 bouteilles. De vins aux couleurs généreuses, l'alcool, la nuit fait le soleil. Ces Nordiques ont le vin gai et le gosier des plus pentus. Dès lors s'empilent les degrés à mesure qu'ils les ont bien bu. Au début, c'est un caquetage, puis le ton monte assurément. Des cris d'orfraie sont leur ramage et ascensionnent au firmament. Alors la musique s'en mêle. Les croupes oscillent tendrement, les couples tout d'un coup se mêlent et l'on danse passionnément. Quelques-uns montent sur les tables, on pousse les verres prestement. Les vraies danseuses sont capables de faire des pointes adroitement. Le nez dans mes tagliatelles, je fus alors sollicité pour danser une tarentelle par une blonde platinée. Je n'ai pas pu résister. Surtout mes compétences en tarentelle sont... Au cancan, après l'escalope, on danse des rocks et des slows, et c'est ainsi qu'on fait l'Europe, de Juan-les-Pins jusqu'à Oslo. On devient fou quand on a bu beaucoup de vin. On oublie tout sous le soleil de Juan-les-Pins. Maintenant, le temps s'étire. On va boire quelques derniers verres avant d'aller boire des verres avec 2 airs au buffet du Rotary. Et je voudrais dédier
sonner, au dialyseur et à m'amuse de toujours. C'est ma Melpomène, mon Erato, ma Polyphnie, ma Clio. C'est ma chère femme, m'amuse de toujours. Et j'ai intitulé ça « À ma mouette, rieuse et enjôleuse ». Mais voilà comment j'écris enjôleuse. E-N-G-E-O, accent circonflexe. Vous avez compris. L'enjôleuse. L'autre soir, j'ai failli mourir emmuré vif. En mon bureau, j'avais pris un horaire tardif. J'étais bien inspiré. J'apprenais une scène et j'allais me coucher, l'humeur fort sereine. En haut de l'escalier, porte fermée à clé. Me voilà prisonnier au fond de mon palais. Grosjean comme devant, pris dans une oubliette, je n'avais plus vraiment la mine guillerette. Par bonheur avec moi, j'ai toujours mon portable. Et j'ai pu implorer une main secourable. Ma femme entendit ma complainte pleureuse. Secouée de tout son être, riant de sa bévue, une clé retrouvée libère le détenu. Elle m'avait enjôlé, ma chère mouette rieuse. Voilà, mes vers s'achèvent. Je remercie Georges et Nicole et Sandy qui m'ont mis en scène. Je remercie Dominique Chapsky, notre peintre-théâtreux, notre théâtre-peintreux, qui lui aussi nous a mis en scène, nous a éclairés. Et Antoine, son assistant, qui a constitué les décors. Je remercie aussi, bien entendu, toute l'assistance, plus particulièrement ceux qui nous ont aidés, en particulier Hervé, notre président, Mijo, Hélène, Jean-Claude, et j'en oublie un, je m'en excuse. Qui ça? Enfin, ceux qui ont fait toute l'intendance. Et enfin, je remercie Francesco, Jean-Pierre, Marcel et Nathalie qui vont nous régaler au buffet. Et maintenant, avant de nous quitter, je voudrais, si le docteur Verdier, chef du service néphrologie, est là, qu'il monte sur la scène pour vous dire un petit mot sur cette belle œuvre qu'il est en train de mettre au point. Il arrive. Il est dehors? Il est en dialyse. On l'attend, il est là. D'avoir un petit point de vue spécialiste dans le jeu. Je voulais remercier Jean-François Dor. Vous avez 2 minutes. 2 minutes. Pour cette belle représentation. Je voulais remercier aussi donc, le Rotary et puis le théâtre, le directeur artistique, d'avoir accepté de faire cette représentation au profit de la dialyse à bicyclette. Alors, qu'est-ce que la dialyse à bicyclette? L'idée vient du fait que l'activité physique appartient à tout le monde, et particulièrement aux patients. Et on sait que de faire de l'activité physique, même si ce n'est pas un médicament, améliore quand même considérablement la qualité de vie des patients, prolonge la durée de vie et améliore aussi le confort psychologique. Donc nous avons eu l'idée, comme certains centres de dialyse en France, mais pas encore beaucoup, de faire pédaler les patients pendant les séances de dialyse. Alors, ça paraît un petit peu fou, pas beaucoup de gens croient en cette idée, mais je remercie Michel Créquet qui a accepté de croire en cette idée, qui me soutient dans cette démarche. Je vais faire le massage, mais qui croit en cette démarche, donc qui a accepté de se lancer dans l'aventure, de financer des vélos qui coûtent assez cher parce que ce sont des vélos adaptés à la dialyse. Et donc nous avons commencé à faire pédaler certains de nos patients pendant les séances de dialyse pour améliorer la mortalité, la durée de vie et la qualité de vie des patients. Malheureusement cela coûte très cher. Jean-François Dor avec le Rotary a accepté de nous aider à se lancer dans cette aventure. Et je vous remercie à tous de cet accompagnement.
Attrapé par froid. Salut.